Estimateur linéaire pour la résolution de trois équations. Alors ici, dans ce problème, on a trois équations avec deux inconnus. Alors, dans ce genre de problème où on a plus d'équations, on a cette redondance du fait qu'on ait plus d'équations que d'inconnus. Si on essaye de faire une résolution exacte, on va en général pas y arriver. Donc, on va considérer que ces équations sont à peu près égales et on va essayer de trouver la meilleure. Alors, soit on trouve la meilleure au sens des moindres carrés, mais ici, on voudrait aussi caractériser une incertitude sur la solution. Donc, on va appliquer une régression linéaire et à la fois de trouver la meilleure estimée pour x1, x2, mais aussi la matrice de covariance associée. Alors, ici, comment faire? Sur ce genre d'équation, il faut arriver à caractériser ce que signifie à peu près ou à peu près égal. Donc ici, bien sûr, c'est marqué égal, mais il faut considérer que c'est à peu près égal à un nombre plus un bruit. Et on va essayer de caractériser ce bruit. Ici, rien n'est précisé dans l'exercice, donc il va falloir qu'on se débrouille d'une autre façon. Alors, rappel sur la formule de l'estimateur linéaire. Alors, l'estimateur linéaire est censé caractériser une équation. Alors, on a une équation qui relie un vecteur y, on a y, qui est égal à une matrice C qui est connue, fois x, qui est pas connue, plus un bruit. Alors ici, c'est un bruit, donc une équation vectorielle. Nous, dans notre problème, x est de dimension 2, y est de dimension 3, donc y, lui, est connu. Donc si y est connu, ça veut dire qu'il va rentrer en entrée de notre estimateur linéaire. Et en sortie, vous allez avoir un x chapeau. En entrée de notre estimateur linéaire, il va aussi falloir mettre tout ce qu'on connaît. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît bien sûr la matrice C, puisqu'elle est donnée ici. On ne connaît pas bêta. Par contre, on a une idée de donc bêta, on sait que bêta est centré, et on va connaître une matrice de covariance qui nous dit à quel point notre équation est précise. Donc cette matrice de covariance, on va l'appeler gamma bêta. Alors aussi, on va avoir besoin dans nos équations d'une connaissance sur gamma x. C'est-à-dire, on a peut-être une connaissance a priori. Avant même de résoudre des équations, on connaît quelque chose sur x. On connaît une matrice de covariance qui est potentiellement un x bar. Donc une moyenne et une matrice de covariance sur x. Alors si on ne le connaît pas, comme c'est le cas dans notre exercice, on va mettre un gamma x très très grand. Et un x bar, on va mettre 0. En tout cas, dans les applications pratiques, on a toujours une petite idée de x, a priori. Alors, a priori, c'est avant de prendre en compte la mesure. A posteriori, c'est une fois qu'y a été pris en compte. Alors, pour faire cette résolution, qu'est-ce qu'il va falloir prendre? Il va falloir prendre, alors, pour x bar, dans mon problème, alors je reviens à mon problème, je ne connais rien sur x. Alors, que faire dans cette situation-là? Alors, en pratique, il va falloir que je lui donne une valeur. Alors, je vais lui donner une valeur arbitraire, x bar 0, 0. Et pour gamma x, je vais prendre quelque chose de très grand. Alors, très grand, ça veut dire quoi? Alors, je vais par exemple prendre 10 000. Bon, je ne sais pas trop quoi prendre. Je vais prendre 10 000. 10 000, quelque chose de diagonal. 0, 0. Alors, quand je dis 10 000, quelque chose, 10 000, c'est quelque chose qu'on pourrait presque voir comme plus l'infini. J'aurais pu prendre du 10 puissance 10, peu importe. Je vais sous MATLAB. Je vais devoir rentrer mes équations. Alors, mon vecteur y vaut
8, 7 et 0. Y égale 8, 7, 0. Voilà. Mon vecteur C. Alors, mon vecteur C, c'est cette matrice-là. Elle va être donnée par 2, 3, 3, 2, 1, moins 1. Alors, C égale 2, 3, 3, 2, 1, moins 1. Maintenant, en ce qui concerne la valeur de x, alors x bar, initialement, bon, je prends 0, 0, puisque je ne sais pas du tout où il se trouve. Et j'avais dit que pour gamma x, alors gamma x, je vais prendre quelque chose de très grand. Par exemple, je vais prendre 10 000 multiplié par E identité de 2, 2. Voilà. Alors, je vais pouvoir commencer à appliquer mon estimation linéaire. Je reprends donc la formule qui est donnée ici et je vais calculer le y bar. Alors, y bar, il vaut c fois x bar. Alors, y bar égale c fois x bar. Ça, c'est ce que je peux prédire sur y avant même, a priori, avant même d'avoir pris la mesure. Alors, y bar vaut bien sûr 0 ici, donc je vais faire y tilde est égal à, ça va me donner, donc d'après la formule y moins c fois x bar. Et ici, le y tilde, bien évidemment, il vaut y. Bon, là, on est dans un cas particulier, mais je le traite, on retrouve y, ce n'était pas nécessaire de le calculer. Je vais mettre ça. Voilà. C'est la même chose. Ensuite, en ce qui concerne le gamma y, la matrice de covariance sur y, je vais pouvoir la calculer en reprenant cette équation qui est donnée ici. C'est donc C gamma x, C transpose, plus gamma bêta. Donc là, je connais tout le monde. Bon, celui-là, il est censé être très grand, mais je le calcule en appliquant cette formule. Ça va me donner la covariance de l'innovation. C'est l'incertitude que je peux prédire a priori, avant même d'avoir pris y. Donc, je reviens ici. Je vais avoir gamma y qui vaut C fois égale C fois gamma x fois C transpose plus, je ne vais peut-être pas rentrer de gamma bêta. Alors gamma bêta, c'est l'incertitude de mes équations. Alors, qu'est-ce que j'avais... Ah, bien sûr, il va refuser. Je reviens ici, j'obtiens à ce niveau-là, alors je n'avais pas précisé mon gamma bêta. Mon gamma bêta, je sais juste que ma première équation est plus précise que les autres. Donc, on va considérer que ici, cette première équation, elle est vraie plus ou moins 1, et celle-là, elle va être vraie à plus ou moins 2. Rien n'est précisé, je suis bien obligé d'inventer. Je reviens donc ici. Je vais donc prendre pour gamma bêta cette matrice de covariance pour l'incertitude de mes équations. Je vais prendre par exemple une matrice diagonale 1. Alors là, c'est la covariance au carré, enfin c'est l'écart type au carré, donc je vais mettre 4 et 4 pour dire tout simplement que les deux dernières équations sont 2 fois moins précises que la première. Je reviens ici. Alors,
j'en déduis que gamma bêta est égal, alors j'avais dit 1, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4. Voilà cette matrice pour gamma bêta. Alors une fois que j'ai gamma bêta, je vais pouvoir calculer, comme je l'avais écrit tout à l'heure, gamma bêta est donné par cette équation-là. Gamma y, excusez-moi. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très grand. Bon, ce qui signifie tout simplement que je ne sais absolument pas, a priori, où va se trouver y. Alors, je vais devoir, je reprends ces équations-là, celle-là, et je vais pouvoir calculer maintenant, une fois que j'ai calculé celui-là, je vais calculer le gain de Kalman. Le gain de Kalman est donné par cette équation-là. Bon, je reviens donc sur MATLAB et je vais faire le gain de Kalman K est égal à gamma x. C'était multiplié par C transpose, multiplié par l'inverse de gamma y. Voilà ce gain de Kalman. Alors une fois que j'ai ce gain de Kalman, je vais pouvoir calculer une estimation pour x. Alors l'estimation pour x, elle est calculée ici par la première équation. C'est x bar que je connais, plus k fois y tilde. Je vais avoir x chapeau, hat, est égal à x bar, plus k fois y tilde. Et voilà mon estimation. Mon estimation est donnée par 1,31 et 1,75. Alors, je vais pouvoir calculer maintenant, en reprenant ces équations-là, je vais pouvoir en calculer une matrice de covariance pour l'erreur qui va me dire à quel point je me trompe dans cette estimation. Je vais donc avoir gamma epsilon qui vaut, d'après la formule, c'est l'incertitude que j'avais sur x, donc gamma x a priori, moins quelque chose. En effet, je vais avoir une incertitude plus petite après. Donc, je vais soustraire une autre matrice de covariance. Je vais soustraire K fois C fois gamma X. Voilà. Alors, ça me dit, ça me donne une idée de, bon, ça me dit que pour X1, je me trompe avec une variance de 0,72 et pour X2, je me trompe avec une variance de 0,46. C'est-à-dire que j'ai plus de précision sur l'estimation de X2 que sur l'estimation de X1. Donc, bien évidemment, ce résultat, il est à prendre en compte par le fait que, il doit prendre en compte le fait que j'ai considéré que, comme indiqué dans l'énoncé, la première équation est 2 fois plus précise que les deux autres, mais ici j'avais dit que j'avais une erreur de plus ou moins 1, alors qu'ici j'avais une erreur de plus ou moins 2. Bon, ça c'est complètement arbitraire, donc attention à ce résultat. Normalement, il aurait fallu avoir plus de précision sur ce que signifie ce égal, ce qui n'était pas précisé ici. D'ailleurs, une dernière chose que j'aurais pu rajouter, c'était obtenir, bon, ce qui n'était pas demandé dans l'exercice, obtenir une sorte d'estimation pour Y. Alors, Y, je savais qu'il était donné par ces mesures-là, mais si maintenant je veux avoir les mesures filtrées, je fais Y chapeau, qui prend en compte la redondance de mes équations, ça va être égal à C fois X. Voilà mes mesures filtrées. Donc elles sont censées être plus cohérentes avec la réalité parce que c'est des mesures qui ont été prises, 8, 7 et 0, mais les modifiées par la connaissance par la redondance de mes trois équations. Alors maintenant, ce qu'on appelle mes résidus, alors le vecteur des résidus,
c'est le vecteur des erreurs entre les mesures filtrées et les mesures qui ont été faites. C'est donné par y moins y hat. Et voilà. Alors en fait, le résidu, souvent, il est faible si tout se passe bien. Donc on se rend compte que le résidu, je l'avais demandé, pour la première équation, il est plus petit que pour la deuxième équation. Donc l'estimateur a essayé d'être plus cohérent avec la première qu'avec les deux dernières. Normal, il avait la connaissance du fait que la première équation était plus précise. Alors ça reste des résidus assez faibles. Bien sûr, on n'a que 3 équations, on a peu de redondance, mais souvent le résidu est faible. Si jamais il y a une des composantes du résidu qui est élevée, alors ça veut dire que la mesure associée n'est pas cohérente avec les autres et on peut la remettre en cause. Alors souvent, ce qui se passe, c'est qu'on la considère comme un outlier ou comme une donnée aberrante. Et dans ce cas-là, on l'élimine et on réitère le processus avec une mesure de moins pour avoir une estimation qui ne prend pas en compte une donnée qui pourrait être considérée comme douteuse.